Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer l'un des outils les plus puissants de la pensée rationnelle, le théorème de Bayes. Alors oui, ça sonne un peu mathématique, mais vous allez voir, c'est avant tout une méthode très logique pour mettre à jour nos croyances quand on reçoit de nouvelles infos. En gros, c'est un peu la recette pour savoir comment et quand changer d'avis de façon intelligente. Allez, pour commencer, une petite énigme, un cas pratique. Imaginez qu'il existe un nouveau test médical super performant, fiable à 98%. Vous le passez et le résultat est positif. La question a l'air simple, quelle est la probabilité que vous soyez réellement malade? Spontanément, on se dirait que c'est très très élevé, non? Autour de 98% logiquement? Eh bien, accrochez-vous, la réponse est seulement 16,4%. C'est vraiment beaucoup plus bas que ce que notre intuition nous crie. Alors, comment c'est possible? C'est justement ce fossé entre notre première impression et la réalité que le théorème de Bayes va nous aider à combler. Ce paradoxe, en fait, il illustre parfaitement une petite faille dans notre cerveau. On a tendance à se focaliser sur la force de la nouvelle preuve, ici la fiabilité du test, et on oublie un peu le contexte général. Le théorème de Bayes, lui, nous donne un cadre, une structure pour corriger ce biais et ajuster nos opinions de manière beaucoup plus rigoureuse. Alors, voilà le programme. D'abord, on va revenir sur ce fameux test médical, pour bien comprendre le piège. Ensuite, petit voyage dans le temps, pour voir d'où vient cette idée, avant de décortiquer la formule elle-même. Puis, on verra un exemple très concret, ses applications dans le monde réel, et on finira avec une question un peu plus philosophique sur l'objectivité. C'est parti! Très bien, reprenons depuis le début. Pour vraiment saisir d'où vient ce chiffre de 16,4%, il faut regarder de plus près les informations qu'on avait sur ce test médical et voir ce qui a pu nous induire en erreur. En fait, il y avait deux informations clés à prendre en compte. D'un côté, oui, la performance du test, qui est excellente. Mais de l'autre, il y a un détail qui change absolument tout, la prévalence de la maladie. On appelle ça le taux de base. Et ici, le virus est extrêmement rare. Il ne touche que 0,2% de la population. Et c'est ça le cœur du problème. Même avec un tout petit taux d'erreur, ce 1% de faux positifs, quand on l'applique à l'immense majorité des gens qui sont en bonne santé, c'est-à-dire 99,8% de la population, ça génère en fait beaucoup plus de faux positifs que de vrais positifs trouvés dans le tout petit groupe des malades. C'est ce calcul qui explique le résultat final si contre-intuitif. Bon, maintenant que ce paradoxe est plus clair, faisons un petit saut dans le passé. D'où vient cette idée géniale qui nous permet de mieux raisonner face à l'incertitude? Alors, tout ça remonte au milieu du XVIIIe siècle, avec un révérend du nom de Thomas Bayes. Son travail a été publié après sa mort et a posé les toutes premières bases. Mais c'est un mathématicien français, Pierre-Simon Laplace, qui, quelques décennies plus tard, a vraiment développé et fait connaître le concept. Et bien plus tard, au XXe siècle, des statisticiens comme Jeffreys et de Finetti en ont fait un des piliers de la science moderne. Cette citation de Laplace, elle est parfaite pour résumer l'esprit du théorème. Ce ne sont pas juste des maths abstraites, loin de là, c'est plutôt une façon de mettre en équation le bon sens, de formaliser la manière logique dont on devrait évaluer des preuves. Allez, on passe au cœur du réacteur, la formule. Mais pas de panique, l'idée derrière est vraiment très intuitive. On va la décomposer en 3 morceaux pour bien comprendre comment tout ça s'articule. Tout commence avec ce qu'on appelle la probabilité a priori. On la note souvent P de H pour probabilité de l'hypothèse. C'est tout simplement notre degré de croyance de départ avant même d'avoir regardé la nouvelle information. Pour notre test médical, l'hypothèse H, c'est la personne est malade. Et son a priori, P de H, c'est la fréquence du virus dans la population, donc 0,2%. Ensuite, il y a la vraisemblance. Ça se note P de E barbitule H. C'est la probabilité d'observer la preuve, E pour évidence en anglais, sachant que notre hypothèse est vraie. Ce terme mesure en quelque sorte la force de la nouvelle donnée. Il répond à la question « si mon hypothèse de départ est correcte, à quel poids c'était probable d'obtenir ce résultat de test ?» Pour notre exemple, la preuve E, c'est le test positif, et sa vraisemblance, P de E barbitule H, c'est la fiabilité du test, les fameux 98%. Et enfin, on arrive au résultat, la probabilité a posteriori, notée P de H/E. C'est la probabilité de l'hypothèse sachant que l'on a vu la preuve. C'est notre croyance finale, mise à jour, la conclusion logique qui mélange notre point de départ avec la force de la nouvelle info. Pour le test, c'est la probabilité d'être malade, sachant que le test est positif. Et c'est là qu'on obtient notre 16,4%. Donc pour résumer, l'idée est simple. La croyance qu'on a après est proportionnelle à la croyance qu'on avait avant, multipliée par la force de la preuve. P de H sur E est proportionnel à P de E sur H fois P de H.
Ce petit mécanisme, c'est le moteur de ce qu'on appelle l'apprentissage bayésien, un concept fondamental en intelligence artificielle. C'est ce qui permet de mettre à jour ce que l'on sait pas à chaque fois qu'une nouvelle donnée arrive. Voyons maintenant ce processus en action avec un autre exemple, celui d'un référendum politique. Ça va nous montrer très clairement comment notre certitude peut augmenter à mesure que les données s'accumulent. Au point de départ, avant le moindre sondage, on sait quasiment rien. On peut donc partir du principe que c'est du 50-50. 50% de chances que le référendum passe, 50% de chances qu'il soit rejeté. C'est notre croyance a priori, complètement plate, qui reflète une incertitude totale. Et maintenant, une nouvelle preuve arrive. On fait un sondage sur 1500 personnes, et sur ces 1500, il y en a 720 qui se disent favorables. On applique notre mise à jour bayésienne, et là, notre vision des choses change radicalement. La courbe de nos croyances devient beaucoup plus pointue. L'incertitude a chuté. Et le résultat chiffré est sans appel. Notre nouvelle croyance, la probabilité a posteriori, nous dit maintenant qu'il y a 93,3% de chances que le référendum soit rejeté. On est passé d'une incertitude totale à une quasi-certitude, juste en intégrant une seule information de manière rationnelle. Cet outil de raisonnement, ce n'est pas juste un exercice de pensée, Il est utilisé partout, dans plein de domaines, pour prendre des décisions super importantes quand on est dans le flou. Par exemple, dans l'industrie, on l'utilise pour prédire la fiabilité de tout un lot de ceintures de sécurité à partir de quelques tests seulement. En science, ça sert à quantifier l'incertitude autour de la mesure d'une constante physique, comme la gravité. Et bien sûr, en santé publique, c'est ce qui permet d'ajuster en permanence les estimations de la propagation d'un virus au fur et à mesure que les résultats des tests arrivent. Et tout ça, ça nous amène à une question vraiment fondamentale, un peu philosophique même. Le point de départ, cette fameuse croyance a priori, elle est par définition subjective. Alors comment est-ce qu'on peut prétendre faire une analyse objective, surtout dans un cadre scientifique ? La réponse moderne à ce problème, c'est ce qu'on appelle l'analyse de référence. C'est une méthode très formelle, basée sur la théorie de l'information, qui permet de construire un a priori de départ qui influence le moins possible le résultat. L'idée, c'est de définir un point de départ qui représente une ignorance quasi totale pour être sûr que la conclusion soit dictée presque entièrement par les données et non par nos préjugés. Et on va terminer sur cette question parce que même avec des méthodes très avancées comme l'analyse de référence, toute analyse statistique repose sur un modèle, sur des hypothèses de départ. Dans ce cas, est-ce que l'objectivité pure et parfaite existe vraiment ? Le théorème de Bayes ne nous donne peut-être pas la vérité absolue, mais il nous donne sans doute la meilleure méthode qu'on connaisse pour s'en approcher de manière rationnelle. Merci beaucoup de votre attention.